Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Mohamed Zouak. Ils auraient pu figurer dans le roman saisissant d'Émile Zola, Germinal. Leur vie aurait pu être baptisée du titre du livre de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre. Ces héros dont je veux parler aujourd'hui, ce sont les mineurs marocains. Alors avec le roman Le ventre des hommes, Samira El-Ayachi accouche d'une histoire intime qui prend aux tripes. Une histoire faite d'obscurité mais d'où jaillit des faisceaux de lumière. Fruit d'une gestation de 10 ans, ce roman met en relief la vie de nombreux exilés du sud marocain, les premiers exilés climatiques, estime Samira El-Ayachi. Une vie de labeur mêlée aux souvenirs de tendresse, un récit fait de souffrance et de combat, ponctué par des élans poétiques. Eh bien, c'est de cet ouvrage que nous allons parler avec comme invité Samira El-Ayachi. Bonjour Samira. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quel temps fait-il à Lille, dans le nord de la France ? Bah écoutez, il fait gris, mais comme on dit souvent, on a le soleil dans le cœur. Voilà, comme la célèbre chanson le souligne. Alors, votre 4e roman sera mis à l'honneur lors de la prochaine édition du festival littéraire Parole Indigo. Alors, racontez-nous un petit peu la genèse de cet ouvrage, de cette histoire, de ce roman qui mêle à la fois l'intime et le côté romanesque. Comment avez-vous accouché de cette œuvre ? Écoutez, c'est une histoire que je ne connaissais pas moi-même avant de commencer à l'écrire et de commencer à m'y intéresser. C'est une histoire dont je suis issue, une histoire familiale, et j'avais très très peu d'informations. Mais j'avais le sentiment, j'avais l'intuition que j'avais des réponses aux questions que je me posais ou que les gens me posaient, à savoir pourquoi est-ce que je suis devenue romancière ? On me posait souvent cette question-là. Est-ce que c'est grâce au livre ? Est-ce que c'est grâce à l'école ? Évidemment, sont des éléments intéressants, mais j'étais toujours un petit peu troublée. Et puis, je me suis retournée dans ma propre enfance et j'avais des bribes de souvenirs que des hommes venaient à la maison, que mon papa rédigeait des courriers pour eux. Enfin, j'avais un petit peu le sentiment que j'avais quelque chose à creuser avec cette histoire. Et ça a été une véritable surprise quand je me suis plongée dans l'histoire des mineurs marocains il y a quelques années, effectivement. Vous avez vous avez découvert l'histoire de ces mineurs marocains, une histoire aussi familiale, puisque c'est votre père. Alors, avant de parler de votre papa, c'est un gros travail dans les archives, sur les archives des travailleurs des mines. Où êtes-vous allé chercher l'information justement pour vous imprégner de cette histoire commune qui fait société, qui fait la chose politique aussi, parce que c'est aussi des combats, nous allons en parler. Où avez-vous trouvé toutes ces informations sur leur histoire ? Alors, je ne suis pas historienne, vous l'avez dit, c'est vrai, je suis romancière et là, il a fallu effectivement que je fasse un véritable travail précis de documentation, mais j'étais confrontée à un problème de source. Et j'avais comme source, le silence du père, de ses amis, puisque personne ne me disait rien. A priori, pour eux, tout s'était bien passé, tout était convenable de leur arrivée en France jusqu'à la fermeture des mines. J'avais très peu d'informations. Il me restait mes souvenirs et mon intuition. Et puis, effectivement, commencer un peu à croiser les choses. J'avais aussi le discours des houillères officiel pour lequel tout allait bien. Mais heureusement, il y a le centre historique minier à Le Ward, que je recommande à tout le monde d'aller visiter. Et là, j'ai pu découvrir des documents, des archives, des comptes rendus qui m'ont permis d'avancer dans ma recherche et de mettre en lumière ce que je commençais à recevoir comme témoignage, à savoir tout n'a pas été facile et ils ont dû mener un très beau combat. Tout à fait. Alors, vous soulignez un point important, c'est que sur l'histoire de ces émigrés du sud du Maroc, en fait, vous parlez de premiers exilés climatiques. Pourquoi les premiers exilés climatiques, alors que dans les années 60-70, on ne parlait pas forcément encore de changement climatique, de réchauffement de la planète et donc de réfugiés climatiques. C'est plutôt un terme assez récent dans l'histoire. Pourquoi vous les qualifiez de premiers exilés climatiques ? Tout simplement parce que quand j'ai commencé à poser la question autour de moi, que ce soit aux hommes du sud du Maroc, donc mon père et ses amis entre autres, je leur ai demandé mais pourquoi vous êtes partis Donc ils m'ont expliqué que dans la région d'où ils venaient, donc à savoir le sud du Maroc, il commençait à y avoir de la sécheresse. Et c'est vrai que ça m'avait étonnée et que du coup de ce fait-là, j'avais une sorte de contradiction dans mon imaginaire. J'avais l'idée que ces hommes-là étaient partis
pour des raisons économiques, entre guillemets, parce qu'ils vivaient la misère et qu'ils n'avaient pas d'argent. Mais en réalité, ils étaient aussi propriétaires terriens, c'était des cultivateurs de dattes, c'était des paysans, enfin, c'était des gens qui avaient des terres. Donc il y avait une sorte de dissonance. Je comprenais pas cette histoire et en me plongeant, je me suis rendu compte que je comprends mieux ce qui s'est passé. Il y a eu une période de sécheresse qui a forcé ces hommes à quitter la terre. Ils auraient peut-être voulu rester. Enfin, je ne sais pas comment les choses auraient été si on n'avait pas été confrontés, mais ils ont été obligés d'être les premiers à quitter. Ce sont des réfugiés climatiques ont été les premiers à en payer le prix, à devoir partir. Et l'ironie terrible, c'est qu'ils sont allés jusque dans le nord pour creuser du charbon, qui accélère lui-même l'effet de serre. Et voilà, donc c'est vraiment en recoupant ces informations-là et en comprenant que ce sont d'abord des amoureux de la terre, des gens qui travaillent la terre et qui, en partant, on perd aussi ces hommes forts qui savaient irriguer. Enfin, ce sont des techniques très particulières d'irrigation et ça accélère aussi les difficultés économiques de toute cette région. Alors, est-ce que, en vous replongeant dans l'histoire de votre père, de ces hommes qui ont dû quitter leur région, leur pays, pour aller travailler dans le ventre de la terre, dans le nord de la France, est-ce que vous avez pu remonter aussi l'origine de leur départ, notamment ce personnage qui est connu dans l'histoire de l'immigration marocaine comme ayant recruté à tour de bras de la force de travail dans les différentes régions, notamment dans le Souss, dans le sud du Maroc. Est-ce que votre père aussi a fait partie, j'allais dire, de ces contingents d'émigrés marocains qui ont été recrutés de cette manière un peu expéditive? Oui, alors il faut se replonger dans le contexte. Effectivement, on est au tournant des années 70. On sait très bien, la France sait très bien qu'à ce moment-là, les mines de charbon vont être fermées, mais on a besoin d'une main-d'œuvre flexible. Et on va aller la recruter par habitude aussi, parce qu'un certain personnage qui s'appelle Mora a une histoire particulière avec ces territoires-là, aller les chercher dans le sud du Maroc sur des contrats précaires. Alors qu'après-guerre, il existe un statut du mineur, donc tout le monde a le droit à ce statut du mineur, les Algériens, les Polonais, les Français bien sûr, sauf les Marocains. Donc si vous voulez, c'est une discrimination qui est organisée jusqu'au plus haut sommet de l'État et qui fait que ces hommes vont être embauchés sur des contrats précaires. Alors ils sont partis, et bon après ça c'est le travail du roman, tout simplement parce que ce sont des jeunes hommes qui ont aussi envie de vivre leurs propres existences et prendre leur destin en main. Moi c'est cette histoire et ce fil-là que je vais tirer. Et puis partir du malentendu. Vous croyez peut-être que vous alliez prendre une main-d'œuvre docile et servile pour des raisons économiques, mais ce sont des hommes. Ce sont des hommes, des existences, des êtres dotés d'intelligence, d'une grande dignité, liée aussi à la région et à la terre du Sud, avec où la place de la parole est très très importante. D'où le sentiment de trahison au moment où les gens vont commencer, ces hommes-là vont commencer à comprendre qu'il y a une inégalité structurelle et ça va les mettre en mouvement et je pense qu'il y avait là matière à écrire un roman pour écrire le destin de ces hommes. Avant de passer sur l'aspect romanesque, un élément important, d'ailleurs vous publiez au sein de votre roman des documents originaux, montrant qu'il y a une base réelle forte, une base concrète forte, un fait historique important qui va vous saisir lorsque vous allez découvrir un petit peu les archives et l'histoire de ce mouvement social. En 1987, 3000 travailleurs des mines font grève et vous apprendrez en fait que votre père en faisait partie. C'est plus de 2 mois de grève pour un combat pour leurs droits sociaux, leur dignité, et parce qu'ils étaient acculés avec la décision de fermeture des mines. Ça, c'est un élément central, important à la fois dans votre histoire personnelle, mais aussi dans le roman. Alors oui, il y a 2 éléments. Il y a une première grève en 1980. Je suis pas encore née. Enfin, je suis tout juste née à cette période-là. Oui. C'est un moment important pour acquérir le statut de mineur, comme les autres travailleurs. Effectivement, 1987, c'est le moment de la fermeture des mines et ils vont recevoir un courrier leur disant tout simplement les mines vont fermer, donc vous avez le choix de partir, de quitter la mine et de vous reconvertir vous-même, ce qui était un piège puisqu'ils venaient d'arriver, ils n'avaient pas forcément des formations, ils n'avaient pas et surtout la pression a été mise pour qu'ils repartent. Ils repartent au Maroc alors qu'ils s'étaient battus pour s'installer, pour pouvoir vivre dignement. Et ça a été un moment très très fort parce qu'il y avait une sorte d'asymétrie
entre les houillères étaient toutes puissantes, hein, entre des gens de pouvoir, des hommes qui avaient vraiment toute une organisation en place et ils avaient pouvoir vraiment sur ces groupes. Et puis une poignée d'hommes où plus personne voulait entendre parler de la mine, plus personne voulait vraiment, on avait envie de passer à autre chose. Et pourtant ils se sont quand même organisés. Et c'est là que j'ai découvert, après coup, une histoire que mon père m'avait cachée, à savoir, il avait été l'un des porte-paroles des mineurs en grève à cette période-là. Et ça a été le moment où j'ai compris beaucoup de choses sur pourquoi je suis devenue romancière, peut-être. Alors, il y a effectivement une question de justice sociale dans la vie de votre père et de ces milliers de mineurs marocains. Ils se sont battus par la suite encore de 1980, vous l'avez déjà rappelé, 1987, mais même ensuite, après, pendant de longues années, ils se sont battus pour leurs droits, pour bénéficier des mêmes avantages que leurs collègues d'autres nationalités, notamment leurs collègues français, ce que la justice leur a accordé en 2011. Après de longues années de bataille judiciaire, la Cour d'appel de Douai a reconnu un traitement discriminatoire. Nous avons eu l'occasion de faire une émission dédiée avec Ardla Samad, Association des mineurs marocains du monde. Ça aussi, c'est un élément qui, je ne sais pas, est-ce que vous en aviez connaissance ou bien vous l'avez découvert au moment de vous plonger dans les archives et pour l'écriture de ce roman? Écoutez, très honnêtement, moi je tiens à saluer, d'ailleurs ils sont dans mes remerciements, à la fois la TNF, à la fois l'association AMNN, que j'ai consulté et que j'ai rencontré très tôt en amont quand je démarrais les recherches pour ce roman. Alors le personnage central de mon roman s'appelle Mohamed Khatib et évidemment j'ai romancé cette histoire-là. Et c'est vrai que quand je l'ai rencontré, Monsieur Samat m'a dit mais je voulais savoir si tu étais la fille de ton père, donc il m'a fait asseoir chez lui, il m'a montré une vidéo où on voyait ce fameux père en train de prendre la parole au JT de France 3 à l'époque, où effectivement il lisait un discours où il annonçait où il revendiquait ses droits. Et c'est vrai que ça a été un moment fort parce que j'avais besoin de preuves pour me dire mais en fait, on se construit pas pareil quand on pense que nous sommes nés d'enfants dociles, corvéables à merci, ou quand nous sommes nés de personnes qui, en éprouvant ce que c'est de prendre la parole en public, sans forcément maîtriser la langue, on est face à une magnifique histoire de résistance et de droit et de démocratie qui se fait grâce à ces hommes finalement. C'est ce regard-là qui était intéressant, c'est de prendre la part créative, la part démocratique, la part de résistance et la part de justice qui arrive d'un endroit que je pense que les Ouïghirs n'avaient jamais imaginé. Mais jusqu'à aujourd'hui, le prix est encore à payer pour ces hommes parce qu'effectivement, il y a eu un beau combat qui a été mené pour symbolique, mais encore beaucoup de ces hommes et de ces femmes qui sont quand même une population vieillissante n'ont pas eu la possibilité d'aller au tribunal et de défendre leurs droits, mais c'est quand même une belle bataille symbolique. Et puis, ce roman leur est dédié, évidemment. C'est un roman qui participe au travail de mémoire, parce que beaucoup de témoins, en fait, de cette période, de ce combat, de ces combats, ont disparu ou sont très âgés. Vous en avez rencontré, comme Ardla Samad, mais quel témoignage vous pouvez donner par rapport à la fois à votre œuvre et par rapport à leur vécu, alors même qu'ils sont au crépuscule de leur vie? Alors, qu'apporter de plus à cette question ou à ces récits qui sont nombreux et fort heureusement d'immigration, de mémoire, de parcours migratoire. Le point de vue que j'ai souhaité adopter, c'est aussi toute la part de pardon, tout ce qui a été oublié, tout ce qui a été, tout ce qui a été, transmis pour que des enfants grandissent sur un autre territoire sans animosité, sans rancune, mais quand même malgré tout. J'ai reçu énormément de messages de la part d'enfants, de mineurs, et c'était très touchant de voir que ce qui est le plus important, c'est le travail de reconnaissance. Et c'est ce que nous faisons, nous les créateurs, à travers le film, le théâtre, le cinéma. Il s'agit non pas d'ouvrir une porte pour ajouter de la colère à la colère, mais plutôt de montrer, mon choix était de montrer comment ces hommes ont réussi
en prenant la parole à public, à se construire eux-mêmes comme sujet, Mhm. c'est-à-dire ils arrivaient quand même d'une période qui était les années de pont au Maroc, ils arrivaient quand Mhm. même d'une période où on n'avait pas forcément l'habitude aussi de prendre la parole dans l'espace Mhm. public pour revendiquer des droits. Donc ce qui était intéressant, c'est de voir comment au frottement du territoire du bassin minier, au frottement d'autres Mhm. nationalités, ils sont devenus des, des individus et ça c'était beau de montrer comment ils sont devenus des hommes du point de vue intime et personnel. Mhm. Et c'est transmettre cette histoire-là, c'est rappeler l'attachement de ces hommes aux grandes valeurs Mhm. que sont la justice, la dignité, et qui ont réussi à pointer du doigt les zones de non-droit Mhm. dans le pays sur lequel leurs enfants allaient grandir. Une période d'ailleurs qui était difficile aussi en France, puisque beaucoup d'immigrés rasaient les murs, parce que c'était compliqué de revendiquer. Alors même si on est dans les années 80, il y a ce début avec la marche pour la dignité, donc c'est plutôt la jeunesse qui, pour le coup, se mobilise. Mais la première génération, nos parents ont été très hésitants, voire même très craintifs, très frileux pour revendiquer, pour mener des combats, pour porter haut leurs revendications, parce qu'ils se sentaient invités et pas forcément citoyens en France, et beaucoup n'adhéraient pas forcément à des syndicats ou avaient peur d'adhérer à des syndicats. C'est un moment quand même particulier dans l'histoire de France. C'est un moment très très particulier et c'est vrai qu'à travers ce roman, dans le Ventre des hommes, ce que je souhaitais faire, c'est rappeler et mettre en lumière tout l'apport, notamment langagier, qui a été fait par ces hommes-là, la Mhm. façon de prendre soin du collectif. C'est quelque chose de très fort sur ces territoires-là. Mhm. On dit que ce sont des territoires d'accueil. Non, le territoire n'est pas du tout accueillant. Les hommes et les femmes le sont. Oui. Et moi, j'en ai profité pour replonger dans mon enfance Mhm. et voir toute la lumière qui arrive du fait de l'enfance même, Mhm. même sur un territoire où le soleil ne vient pas souvent nous rendre visite. Finalement, ce qui était beau, c'est les liens très forts qui sont créés sur les territoires, des Mhm. liens de solidarité. Rappeler que la France, ce n'est pas l'État français, mais toutes les solidarités, toutes celles et tous ceux qui sont venus soutenir le mouvement de grève. Il y a qui sont venus de Lorraine, il y a des Mhm. Polonais qui sont venus, il y a des syndicalistes, il y a des maires, il y avait des professeurs qui venaient dire attention, faut pas rentrer en France, Amira, travaille bien à l'école. Oui. Enfin voilà, c'était rappeler aussi toutes ces résistances ordinaires, quotidiennes, minuscules, qui comptent dans le parcours de mon personnage, de Hannah, Mhm. ou du père, et qui crée à un moment donné un destin, et qui permet de faire l'expérience de ce que c'est de la force de la rencontre Mhm. à construire un destin. Alors justement, l'histoire de Hannah avec son père, c'est d'une certaine manière une histoire miroir entre vous et votre père, que vous avez essayé de romancer, de refléter dans ce roman. Racontez-nous justement un petit peu le déclic, d'où part l'histoire de Hannah, la place de son père, et comment ensuite vous tirez les fils pour raconter cette histoire de ces mineurs marocains. Oui, alors voilà, ça m'a pris 10 ans pour trouver ce fil-là. Oui. Et puis les choses ont fait que les frontières étant fermées, je suis restée très longtemps au Maroc l'an dernier, donc j'ai pu D'accord. avancer sur le roman. C'était une très bonne chose. Oui. Et effectivement, j'ai fait le choix de raconter cette histoire qui est d'abord une histoire d'amour entre un père d'une fille pour son père. Pour son père, oui. L'histoire du père est regardée à travers le prisme de Hannah. Le roman s'ouvre, elle est institutrice et la police vient la chercher parce qu'elle a commis un acte dans son école. Ouais. Donc le lecteur, j'espère, prendra le temps de voir de quel acte il s'agit. Mhm. En tout cas, un acte de désobéissance ou de résistance. Et elle se retrouve au commissariat interrogée. Et c'est le moment où elle dit cette phrase: c'est à mon père que je pense au moment où ils viennent me chercher. Mhm. Et effectivement, toute son enfance lui saute au visage parce que son père a vécu exactement la même scène. Elle s'en souvient Voilà. d'avoir vu son père traîné aussi par la police, et elle n'a jamais su pourquoi. Mhm. Et elle est à un moment de sa vie où elle a besoin de comprendre son histoire, comme tous les individus, je pense, autour de 30 ans, repartir un peu en arrière et visiter les terres de son enfance, Mhm. repartir dans les mines de charbon, revoir qu'est-ce qui s'est passé,
à quel moment elle a perdu son insouciance. C'est une question très forte. À quel moment, vous savez, quand on découvre la guerre, quand on découvre mais comment se fait-il que le monde adulte est bizarre et il peut être violent envers ses propres populations. Et à ce moment-là, elle va effectivement se retourner et aller poser des questions à ce père. Et ce qui est beau, c'est qu'elle a toujours imaginé qu'elle était née de parents illettrés, analphabètes. Et son père maîtrise une langue, la langue arabe et la langue amazigh aussi, qui sont des langues méprisées pour qu'elle méprise elle-même, ou plutôt des langues oubliées, on peut dire. Et c'est dans sa langue que son père va tenir un cahier et lui raconter enfin l'histoire. C'était un puzzle qui manquait. Il manquait des pièces de puzzle à son histoire. Et Hannah va découvrir cette incroyable histoire qui lui manquait pour tenir sur deux jambes et se dire, mais en fait, il y a un malentendu originel. Je ne suis pas née de parents illettrés, analphabètes, complètement invisibles dans notre société, qui ne valorisent pas ces parcours-là, d'ouvriers, etc. Mais je suis née de parents et d'une histoire fabuleuse, d'une aventure digne, qui mérite d'être racontée. Et c'est grâce à ça qu'elle va pouvoir avancer elle-même et se construire en tant que femme. Alors vous parlez de poésie en différentes langues, en italien, en polonais, en arabe, littéraire, en français bien sûr. Cette poésie, elle vient d'où dans cette obscurité de ces mines, etc. D'où jaillit cette poésie? C'est votre père qui vous a fait découvrir cette poésie en langue arabe ou bien d'autres Moi, j'ai découvert dès l'enfance, j'ai découvert très tôt que, allant à l'école, j'avais un pouvoir sur les adultes autour de moi. Je maîtrisais couramment plusieurs langues, on me sollicitait pour lire des choses. Donc, j'ai très tôt compris la force de la parole et du coup de la littérature. Et c'est ce que fait Hannah. Elle se réfugie dans les livres pour essayer de comprendre ce monde-là et trouver des pistes pour se réfugier, mais aussi comprendre ce qui se passait autour d'elle. Alors moi personnellement, ça a été d'écouter autour de moi tous les adultes qui parlaient dans plein de langues différentes. C'était un peu comme une musique. Et je suis persuadée que à la fois, je sais pas, les récitations, les chants, les poèmes, ou même, je pense qu'on arrive au monde par la musique, par la voix maternelle d'ailleurs, dans le ventre déjà. Et puis ensuite, ne serait-ce que le père qui récite le Coran, ne serait-ce que les chansons qu'on entend, forment un peu un univers musical qui est beaucoup plus puissant et beaucoup plus déterminant que ce qu'on imagine. Et effectivement, on peut être entouré de personnes qui venaient de Pologne, d'Italie, c'était très riche. Mais je voulais juste corriger le regard qu'on avait parce qu'on ne regardait pas trop en réalité. Et c'était un peu réparer ma faute que de me plonger dans ce répertoire-là et de le reconnaître comme un trésor apporté au territoire. Oui, c'est très important cet élément-là dans votre ouvrage, l'élément poétique. Alors, on peut passer de l'écrit à l'oralité puisque vous avez déjà un précédent roman, Les femmes sont occupées, comme titre, qui a été adapté ou qui doit être adapté, je crois, au théâtre par Marjorie Nakache. Est-ce que Le ventre des hommes pourrait être aussi adapté à l'oralité et donc à la théâtralité prochainement? Ah, moi, mon rêve, ce serait qu'il soit adapté au cinéma, évidemment, pour prolonger cette histoire-là, la transmettre. Mais il y a des pistes, effectivement, d'adaptation au théâtre. Et l'idée, c'est de faire entendre cette histoire sur tous les supports possibles, afin que celles et ceux qui n'ont pas forcément spontanément l'habitude de prendre un livre puissent se plonger dans cette histoire qui est en réalité une histoire collective très peu connue du grand public. Et je sais que par le livre, c'est un peu l'expérience qu'on fait. On vit l'empathie, on se met à la place d'un autre, y compris des houillères, y compris des mineurs en grève, y compris des enfants, et ça enrichit notre existence. Merci beaucoup. Samira El Hayachi, écrivaine franco-marocaine, autrice du roman Le ventre des hommes, un 4e roman. C'était un plaisir de vous avoir en direct de Lille, là où il n'y a pas forcément beaucoup de soleil, mais la chaleur se trouve dans le cœur des gens du Nord. Merci beaucoup. Tout de suite, merci beaucoup. Merci et bonne journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Faites entrer l'invité spécial marocain du monde. Dans quelques minutes,
minutes. Il est 13h25 dans quelques minutes. Le Flash Info. Merci, au revoir. Vivre avec vous.